Mission, nuancer l'actualité pour vous offrir des perspectives. Pour savoir et comprendre, Karima Brick. 43% des classes du Québec trop chaudes. L'école comme une fournaise. C'est à la une du Journal de Montréal aujourd'hui. On nous apprenait qu'en juin, il a même fait 40 degrés là, dans certains endroits, dans certaines classes. En fait, ce sont les chiffres aussi du ministère de l'Éducation, là, du réseau scolaire. 43% des classes comme ça. Et on le sait, là, il y a ces épisodes de chaleur qui sont quand même fréquents aujourd'hui. On va en parler avec Rémi. Salut Rémi. Bonjour Karima. Écoute, moi je suis un petit peu divisé parce que à la fois je suis quelqu'un qui pense qu'on vit dans une société trop confortable, au Québec je parle. On est toujours en train de chercher le confort. Et là, je pourrais être tenté de dire, ben là, regarde, ils sont capables quand même d'endurer un petit peu de chaleur au mois de juin. Et d'un autre côté, je l'ai dit assez souvent à Cube, moi, la chaleur, je ne suis pas capable. Donc, solidarité ce matin avec les jeunes qui, surtout au mois de juin, sont pris dans des examens. Oui, c'est ça. C'est pas une période facile dans l'année, il y a du stress et sont obligés de rester assis pendant 1 heure, 1 heure et demie, parfois 2 heures, dans une chaleur qui est accablante. Pourquoi on n'a pas de l'air climatisé dans les écoles? Pourquoi il n'y a pas d'air climatisé dans les CHSLD? Ça a l'air d'une question facile parce qu'on pourrait me répondre, ça coûte de l'argent. Mais est-ce que ça en coûte tant que ça? Sincèrement, là, installer de l'air climatisé dans des écoles, il y en a dans un centre d'achat. Je pense pas que ça coûte des millions de dollars. Là. Ça coûte quand même de l'argent. On n'aurait pas besoin de le partir, par contre, à chaque été. Non, là, on pourrait le partir juste quand il fait très chaud. Donc, pourquoi on le fait pas? Probablement parce qu'effectivement, le ministère de l'Éducation manque d'argent. Mais pourquoi manque-t-on d'argent? Comment, quand je travaille je travaille parfois dans le système d'éducation, puis je le vois, l'argent qui est flobé dans des affaires, je me dis, mais oh mon Dieu, il est là l'argent qu'on a pour l'air climatisé. Je te donne des exemples, Karima. On trippe au Québec et sur la technologie, les écrans, les iPads, les projecteurs, les ordinateurs, tout ça, là, les élèves en ont déjà à la maison, donc on se dit, ils sont pas capables d'apprendre autrement, ce qui est faux. D'accord? Ce qui est faux. Là, ils sont très, très jeunes. Là. C'est là qu'on peut leur apprendre autrement. Autrement, tu as raison. En fait, puis même, il y a beaucoup de chercheurs aujourd'hui, on se penche là-dessus. Il y a même des écoles, tu as certainement vu ça, là, on dit en Californie, dans la tech, là, où des qui se disent on veut pas d'écran pour les très, très jeunes. Tu sais, c'est le paradoxe. Là, tu parles de spécialistes de la tech et qui veulent envoyer leurs enfants finalement dans des endroits où il n'y a pas d'écran avant un certain âge. Voilà. Et je sais pas si tu as remarqué, moi, ça me fait souvent sourire, mais j'allais dire malheureusement, des fois, il y a un décalage. On arrive, avec la technologie, on pense qu'on va arriver puis on va montrer quelque chose, alors que souvent, les enfants savent déjà comment utiliser certaines affaires. Et inversement, ce qu'on devrait leur apprendre, ça, c'est plutôt là, en fait, où le bas blesse. Tu sais, quand on parle de transmission d'une certaine culture, d'œuvre ou quoi que ce soit, c'est plus retrouver un petit peu cette base-là qui fait défaut puis que le cerveau puisse se développer tout simplement en fonction de l'âge aussi. La techno, à la base, c'était pour remplir des besoins. Là, aujourd'hui, on a l'impression que ça remplit des envies. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de montrer quelque chose sur un écran si ça s'écrivait à l'époque et qu'on l'apprenait de cette façon-là. Moi, j'ai été assez vieux pour connaître ça, les tableaux et la craie, ou même les tableaux avec des marqueurs. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Je veux dire, c'est tout à l'écran et ça a un coût, ça, de numériser, d'acheter des ordinateurs, de subventionner l'achat d'iPad pour les jeunes, de l'argent qu'on pourrait mettre ailleurs. Parce que la chaleur, là, ça fait en sorte qu'on vit dans une société qui n'est pas digne. Quand nos vieux sont dans des CHSLD et qui ne sont pas capables de respirer, on n'est pas digne. Quand les jeunes sont à l'école... Il y a eu quand même des améliorations. Ça, tu ne peux pas dire qu'il n'y en a pas eu dans les CHSLD, mais comme tu dis, c'est parce que ça a pris des situations là, pathétiques. Il a fallu qu'ils en meurent. Exactement. Donc, tu sais, je pense que c'est ça. Puis dans les écoles, c'est parce qu'à un moment donné, on l'a dit, il y a des changements. On parle de changements climatiques, on parle de vagues de chaleur. Il y a quand même... Il y a aussi toute la question des procédurites, là. Excusez-moi de le dire comme ça, là, tu parles de l'argent. Je comprends qu'on n'a pas nécessairement envie que nos écoles soient toujours, les fameux GoFundMe, puis les collectes, là, si tu veux, d'argent de cette façon-là, des campagnes de sociofinancement et autres. Mais dans certains cas, on entendait des professeurs qui disaient, regarde, moi, j'ai décidé d'amener littéralement telle affaire ou des C'est pathétique, là. Puis là, non, mais dans certains cas,
exemple, l'école va décider de te financer l'achat ou quelque chose où il va avoir... Et la procédurite, quelque part dans des bureaux, on va dire non, mais là, la procédure, c'est pas ça. Puis on se retrouve quand même dans des situations rocambolesques administratives aussi, là. Oui, tout à fait, mais je veux dire, ça reste que on est encore dans le domaine du pathétique. Si on a besoin de l'initiative des parents, c'est parce que... il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. Mais il ne faut pas juste bricoler, en fait. Il y a d'autres sources de gaspillage d'argent. Moi, j'ai fait de la suppléance souvent, puis j'allais des fois dans des classes de TSA, donc troubles sévères d'apprentissage. Et donc, ce sont des jeunes qui ont la possibilité d'être éduqués jusqu'à 21 ans. OK? Donc, ce sont des jeunes qui, écoute, je vais le dire poliment, là, mais n'ont pas beaucoup de ressources. Là, OK? C'est des jeunes qui ont 16-17 ans puis ils vont dessiner toute la journée. Il y en a qui font des siestes toute la journée aussi. Il y a 2 enseignants dans la classe. Il y a un travailleur social et il y a un enseignant légalement qualifié, par exemple moi, qui arrivait là. Et là, je disais, mais qu'est-ce qu'on fait? Il dit, tu regardes, aujourd'hui, il n'y a rien à faire, là, tu vois bien. Ouais, mais pourquoi je suis là? Pourquoi je ne suis pas dans une autre classe? Pourquoi mon salaire... est payé aujourd'hui. Donc ça, c'est un délire. Ça. Puis ça, il y en a plein là, d'erreurs comme ça dans l'administration. On dit qu'on manque d'enseignants au Québec, c'est vrai. Sauf que quand on en a 2 dans une classe comme ça, c'est sûr qu'il en manque. Là, il en manque. Il en manque aussi parce que cette année, il y a 16 000 élèves qui sont des enfants de demandeurs d'asile, Karima. Donc on ouvre des classes. Hein. On gaspille aussi des fonds pour des professeurs. On ne sait pas si ces jeunes-là seront au Québec dans 10 ans. Quand vous demandez l'asile, là, vous êtes un réfugié, oui, il y en a que c'est parce qu'on veut rester ici, mais il y en a aussi que c'est parce qu'ils fuient une situation instable, puis on retourne dans le pays après, dans le pays d'origine. Donc, on paye pour ça aussi. Ça, c'est des sources de dépenses d'argent qui permettraient d'économiser. Donc, quand on nous dit on n'a pas d'argent, faisons vraiment les tableaux Excel. Regardons où on dépense. Comme ça, évidemment, les demandeurs d'asile, c'est du ressort du Canada, de Québec. N'a pas signé la fameuse convention qui l'oblige à accueillir des demandeurs d'asile. C'est le Canada qui l'a fait à titre de pays. Mais écoute, on peut s'en sortir aussi. Ça, je reviens tout le temps avec ça. Je veux dire, on le voit bien que le fait qu'on appartienne au Canada, ça fait en sorte qu'il y a des dépenses qui sont les nôtres. Hein, ce sont nos coûts. On se fait rembourser une petite partie à un moment donné quand on crie. On l'a vu cette année avec François Legault là, qui disait à un moment donné sur plusieurs enjeux comme ça, la facture, le Québec, à un moment donné, n'avait pas le choix. Là. 16 000. C'est 80 des 20 000 nouveaux élèves sont des enfants de demandeurs d'asile, sont des enfants qui ne sont pas nés ici. Donc, on ouvre des classes, on mobilise des professeurs. Que si le Canada est responsable en termes de loi puis en termes justement là, d'acceptation de certains nombres, il doit aussi payer la facture. Je suis désolée, là, tu peux pas juste donner la responsabilité à des provinces, en l'occurrence au Québec, et ensuite t'en laver les mains puis dire arrangez-vous, organisez-vous. Oui, ils ont donné des fonds, mais c'est pas suffisant. C'est pas ce que demandait François Legault. Non, tout à fait. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, je veux dire, le Québec prend ses responsabilités. Ils disent, regardez, on a une situation, on n'a pas le choix, on va réagir, on va faire ce qu'il faut. Mais c'est pas, comme tu dis, le Québec n'a pas décidé ça. Là. Donc, mais moi, j'ai l'impression... côté du fédéral, on laisse ça quand même vraiment là, entre les mains du Québec. Est-ce que le Québec est une société riche? Toutes les sociétés occidentales sont endettées. OK, en faisant le tour, là. Est-ce que le Québec est plus endetté que les autres? Je pense que oui. Mais ce qui est certain, c'est qu'on est capable d'être riche, mais on prend des décisions de pauvres. Parce que moi, je veux dire, j'ai l'impression qu'on est des BS. Là. On s'achète des bébelles, de la technologie. On ouvre des classes, on n'a pas les moyens de le faire. Et là, si on a chaud. Il fait chaud, on n'est pas capable de se payer de l'air climatisé. Ça, c'est des décisions de BS. Là. C'est-à-dire, un BS, ça ne sait pas comment dépenser de l'argent. C'est comme si on avait une mentalité de pauvre. On devrait remplir les besoins. Les gens, ils devraient être capables de respirer dans une classe. Les vieux devraient être capables de mourir dans la dignité. Ça veut dire pas juste de recevoir l'aide médicale à mourir. Là. Ça veut dire de pouvoir partir tranquillement avec de l'air. Ça, c'est juste normal dans une société. C'est juste normal, mais tu as vu l'état de nombreuses écoles, notamment sur le territoire montréalais, à quel point c'est pathétique. Je veux dire, il y a des enfants qui se rendent à l'école, puis c'est ça. Donc là, après, tu parles de la climatisation, ça semble tout bête, tout simple, mais c'est dans un contexte beaucoup plus large aussi, là. Tout à fait. Mais il manque des dictionnaires dans les classes. Moi, des fois, j'arrive dans une classe, il manque de chaises. Pourquoi il manque de chaises dans une classe? Pourquoi il manque une chaise? Il en manque 5. Tu peux aller les chercher au sous-sol. Coudonc, on est où, là, ici, là? On est dans un camp de vacances, c'est mal organisé, là. Il devrait y avoir des chaises, des bureaux qui tiennent debout. Pas des affaires avec une efface, là, qui le tient en équilibre, là. C'est une joke, cette affaire-là. On n'est pas dans une BD, là. Non, mais c'est vrai. Mais c'est toutes des affaires. C'est comme, le minimum, on l'a pas. Mais on a des iPads, par exemple.
Hein? C'est CBS, ça. On n'a pas de quoi manger. Il y a des enfants qui arrivent à l'école, ils n'ont pas de quoi manger. Ils suffoquent, mais on a des iPads. Franchement. Ouais. Et parlons de choses, on va parler de la discussion Trump et Musk qui a fait réagir sur X et ça t'a fait réagir puis t'as dit, bon, oui, je trouve ça intéressant parce que tu as trouvé l'échange indécent. Alors, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui t'a dérangé à ce point-là. Le défi aujourd'hui, Karima, tu le sais, des médias et des intellectuels qui interviennent dans les médias, c'est d'être intègre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, je passe mon temps et je pense que je consacre une bonne partie de mon temps à soulever, par exemple, le fait que dans les médias traditionnels, il y a un biais pro-démocrate, hein, je le fais et je pense que j'ai raison, je dois aussi, je pense, soulever peut-être le petit malaise qui existe quand je vois Elon Musk, qui est en charge des algorithmes de Twitter, qui a un mot à dire là-dessus, manifester depuis quelque temps son support de façon très ostentatoire à Donald Trump et maintenant lui offrir une tribune. Moi, je pense qu'il y a un malaise ici. C'est pour ça que je parle d'indécence, parce que, évidemment, qu'Elon Musk peut envoyer de l'argent à la campagne de M. Trump si ça lui tente. Il peut aussi le soutenir. Mais moi, j'ai remarqué que depuis qu'il a acheté Twitter, l'algorithme est un peu étrange. C'est-à-dire, moi, je vois aucun contenu pro-démocrate. J'en vois pas. Et je veux dire, je suis capable, j'en ai suffisamment accès en lisant les journaux, là, c'est correct, là, j'ai ma dose, mais je trouve ça bizarre, cette espèce de monde-là, où il prend position de façon très, très, très claire, et ensuite on dit, il y a un biais pro-démocrate. Quand on veut être intègre, il faut montrer patte blanche. Je sais qu'il y a une guerre culturelle, je sais qu'on veut gagner. En même temps, certains diront être intègre, c'est aussi être clair dans ses intentions. Et lui, il est assez clair. Je veux dire, il n'y a pas de... tu le sais, là, c'est quoi son appui? Il appuie Trump. Ils ont déjà eu... bon point. Ça a déjà été compliqué dans le passé, tout ça. Mais, il s'affiche, il le dit. Il a son propre biais, mais tu le connais. Alors que l'intégrité, la fausse neutralité, quand on nous dit non, nous, on est neutre, on représente justement cette intégrité-là et que dans les faits, il y a des biais, c'est peut-être plus là le problème aussi. Ensuite, on peut se questionner, moi je suis d'accord sur le fait une sorte d'ingérence, de dire qu'on va orienter quelque part. C'est une compagnie privée qui peut orienter littéralement une élection parce que l'importance aussi de X, le nombre d'abonnés, les fameuses chambres d'écho. Donc, il y a vraiment un impact, là. Ça a un impact sur l'espace public, mais tu regardes en même temps tout ce qu'on voit, tous les autres médias ou quoi que ce soit. Est-ce que tu te dis, est-ce que finalement c'est sa liberté comme entreprise privée? Est-ce que finalement X devient une sorte de média? Tu vois ce que je veux dire? C'est là que je m'en allais. Moi, je pense que X peut prétendre ne pas être un média parce qu'effectivement, c'en est pas un, mais là, je pense que c'en est devenu un. Là. Je veux dire, quand vous avez, par exemple, un algorithme qui est tellement polarisant, qui fait en sorte que si vous avez, vous, des idées conservatrices, vous n'allez être exposé qu'à ça. À peu près qu'à ça. Twitter est devenu un média, au même titre que Facebook l'est aussi. Et c'est à double tranchant, par exemple, parce que, tu sais, ça reste une entreprise. Moi, je pense qu'au final, c'est toujours le cash qui parle dans ce genre de situation-là. Puis si à un moment donné, il se rend compte que c'est pas ça, c'est ça aussi. Là. Est-ce qu'il y aura un virage où lui se dit non, ce qui est en jeu, c'est l'élection, je fais tout ce que je peux, puis ça va être ça? Ça, je pense qu'il y a un momentum aussi. Là. Oui, mais dans le cas des super riches, souvent, il y a des gens qui sont prêts à perdre de l'argent pour leurs idées. D'ailleurs, je pense que c'est le cas d'Elon Musk. Elon Musk, ça n'a pas... Je veux dire, si on regarde à quel prix il a acheté, combien valait l'entreprise, je ne suis pas sûr qu'il est dans le vert en ce moment-là. Donc, lui, il fait son argent autrement. Il a le droit de penser ce qu'il veut. Mais là, j'ai l'impression qu'on vient d'entrer dans la phase un petit peu de l'indécence parce que là, on donne une tribune. C'est très... je ne sais pas si tu as écouté l'entretien, mais c'était pas un entretien journalistique. Évidemment, c'était pas présenté comme ça. Mais on est en campagne présidentielle et donc on donne la possibilité à un candidat d'exprimer exactement ce qu'il veut sans contradicteur, dans un contexte amical, un petit friendly. Moi, c'est parce que le problème, c'est que je vois maintenant mes adversaires bénéficier d'un argument incroyablement intéressant après. Regarde, je me fais, comme on dit, l'avocat du diable. J'essaie de regarder puis de réfléchir avec toi là-dessus en se disant, comme je te dis, il affiche ses couleurs, c'est clair. Si tu regardes l'échiquier médiatique mondial ou de plateforme, tu peux te dire, OK, finalement,
X s'est rendu tel genre de média, tel genre de plateforme plutôt, ça attire plus certains individus que d'autres. Il y a d'autres plateformes, c'est différent. Tu vas aller sur TikTok, tu vas aller sur LinkedIn, tu vas aller sur d'autres plateformes. Je sais pas si tu vois un peu. Oui. Lui, il joue ses cartes comme ça. Donc, est-ce que ça fait partie finalement de cette réalité d'aujourd'hui de médias, réseaux sociaux? On sait à qui on a affaire. On voit son jeu. Là, je veux dire, le jeu, il est là, il est en train de danser tout nu. Là, comme on le voit. C'est pas comme si... Il devrait... je comprends ton malaise, mais en même temps, comme tu dis, Elon Musk, on le sait, bon, c'est un milliardaire, homme d'affaires. On voit qu'il veut orienter. Effectivement, quand je te disais que l'argent parle, c'est qu'au final, lui, il regarde aussi ses intérêts. Ses intérêts, où est-ce qu'il a envie que le pays aille, d'un point de vue même financier pour ses propres entreprises, pour sa vision du monde. Puis, manifestement, il sert de X pour ça. Tu sais, ça, je pense qu'on ne peut pas le cacher. Ensuite, quand tu regardes différents médias privés, médias publics, c'est pas le même rôle aussi. C'est pas le même rôle, effectivement. Mais là, maintenant, il va falloir voir quel... C'est pas un journaliste, là. Non, mais c'est pas un journaliste qui joue un journaliste parce qu'il interroge quelqu'un. C'est pas un média, mais sa plateforme commence de plus en plus à ressembler à un média de droite. Regarde, et c'est pas grave. Je sais pas si tu as vu, c'était le commissaire, là, justement, en Europe, là, qui a envoyé un message à Elon Musk avant la discussion. Mais ça, c'est bizarre. Ça, je trouve pas pour dire attention à la modération. Puis là, Elon Musk a dit, écoutez, là, il l'a vraiment envoyé balader, là. Non, mais... T'as vu ça passer? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on veut que ce soit complètement aussi balisé, contrôlé de l'autre côté? Je te dis pas que j'aime nécessairement ce que je vois, c'est-à-dire que moi aussi, j'aime ça, que ce soit varié, puis je suis pour une espèce de... Tu sais, qui est ça, là, cette diversité-là, elle est fondamentale, mais je me fais pas d'idée aussi parce que je vois son biais aussi. Non, mais je suis pas en faveur de l'ingérence, par exemple, de l'Union européenne ou même de certains autres gouvernements. Par contre, je fais juste porter attention à la cohérence dans ce qu'il défend, dans ce qu'il dénonce. À partir du moment que tu dénonces des biais et que ton organisation ressemble à un média et que tu as des biais, ben, à partir de maintenant, tu peux plus vraiment dénoncer les biais. Tu dénonceras autre chose. Donc, on verra bien ce qu'il va dénoncer. Mais là, pour moi, il vient de perdre des points. Donald Trump en perd aussi. Donc, pour les adversaires de Donald Trump et d'Elon Musk, c'est gratuit tout ça. Là. Ce qui serait intéressant, c'est qu'il fasse l'exercice, évidemment, avec Mme Harris. Mais bon. Mais Mme Harris, il s'en moque à tous les jours en partageant des... Oui, mais c'est ce que je dis, ça serait intéressant qu'il fasse l'exercice avec... Mais bon, ça n'arrivera pas, là. Évidemment. Il y a quand même cette idée-là. Non, j'allais dire, c'est ça, c'était Thierry Breton... c'est le nom donc, que je cherchais là, du commissaire européen, donc pour être précise, qui avait envoyé un message avant la discussion. Mais ça aussi, c'était indécent. Il a rappelé les obligations de modération sur le réseau social pour éviter l'amplification de contenus dangereux. Et Elon Musk a ironisé puis qu'il l'a vraiment envoyé promener littéralement, là, disant, regardez, c'est ça. Enfin, intéressant. Je ne sais pas ce que les gens en pensent. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Rémi Villemur, merci Karima. Salut.